Bonjour à tous, bonjour et merci de participer à ce webinaire sur l'expérience candidat autour de Parlons RH, Smart Recruiters et Mazars. On va attendre encore quelques secondes pour que les derniers participants puissent nous rejoindre et puis on lancera le webinaire. N'hésitez pas, voilà, je commence sur les petites consignes, les petites règles. Il y a deux onglets en bas, il y a un onglet chat et un onglet questions. Donc n'hésitez pas dans l'onglet chat. Je vois que c'est déjà parti à vous saluer, à voilà, ne pas hésiter à commenter, échanger entre vous. Et si vous avez des questions pour nous, eh bien tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Voilà, ce qui nous permet de différencier le chat et les questions et pouvoir y revenir ensuite, parce qu'on espère qu'on va être très nombreux, et donc qu'il y aura sans doute des questions et qu'on puisse les suivre. Eh bien, il est 15h01. Charlotte, je te propose qu'on y aille, si ça te va. Eh bien, rebonjour à ceux qui étaient déjà là il y a une minute, et bonjour aux autres. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui est consacré à l'expérience candidat. Et puis, Charlotte, je vais te laisser présenter un peu plus, peut-être largement le sujet, et puis toi-même pour commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Je vois le compteur de participants qui augmente de seconde en seconde. L'objectif d'aujourd'hui, c'est surtout de vous partager et de creuser ensemble un petit peu tous les aspects autour de l'expérience candidat, ce que ça recouvre entre le moment où le candidat va se poser la question en disant tiens, j'ai envie de trouver un stage, un apprentissage, un emploi, et le moment où il va effectivement arriver dans vos locaux. Donc on va essayer d'avoir un panel assez large et de vous partager un certain nombre de bonnes pratiques, ce qui nous semble indispensable. Donc voilà, on a eu le plaisir de participer avec Guilain à ce webinaire et à en effet préparer ce webinaire ensemble. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Charlotte Gouillard, je suis la directrice du recrutement, de l'expérience candidat et de la marque employeur chez Mazars. Je suis un bébé Mazars, comme on dit chez nous, donc arrivée toute jeune diplômée chez Mazars, d'abord dans l'équipe recrutement et campus. Donc je me déplaçais partout en France, pour aller à la rencontre des candidats. Et puis j'ai eu la chance d'évoluer en même temps que Mazars, donc ça fait aujourd'hui, et je crois que c'est mon anniversaire LinkedIn. Apparemment LinkedIn m'a fait une petite notification aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis chez Mazars. Donc super expérience que je partagerai avec vous bien volontiers. Guilain, je te laisse la main du coup. Merci Charlotte, et donc bonjour à tous. Donc Guilain Fouché, moi je suis consultant solution chez Smart Recruiters. Donc qu'est-ce que c'est qu'un consultant solution? J'ai une mission chez Smart Recruiters de comprendre les challenges des différents départements recrutement des prospects et de nos clients pour amener des solutions évidemment technologiques avec la plateforme Smart Recruiters, mais aussi proposer des améliorations, des analyses des processus et parfois challenger les méthodes existantes. Et pour ce webinaire sur l'expérience candidat, on a choisi de diviser en fait ce webinaire en 3 parties qui sont plus ou moins les différents cycles en fait de l'expérience du candidat, que sont l'attraction, la sélection et l'embauche. Et donc normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir bientôt un sondage dans l'onglet sondage qui vous demande, selon vous, quel pourcentage de vos candidats estiment avoir une expérience positive lors de leur processus de recrutement. Donc si ça ne s'affiche pas dans l'onglet sondage, n'hésitez pas à le dire dans le chat. C'est intéressant aussi pour nous de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vos candidats ont une bonne appréciation globale de leur expérience? Sachant que sur cette partie attraction, pour commencer, il y a un vrai sujet, je dirais, d'analyse prioritaire de 2 sujets. C'est qui on est, quelle est notre culture, quelles sont nos valeurs, et surtout quelle est notre cible. Et c'est à partir de ça qu'on va définir tous les grands axes du terme qu'on appelle marque employeur. C'est très large, marque employeur, c'est-à-dire beaucoup et beaucoup de choses. Mais pour la mise en place d'actions concrètes, on va pouvoir commencer peut-être par des choses simples, mais avec une grande portée. Et là où on parle effectivement de qui nous sommes, eh bien, on n'hésitera pas aussi à voir aussi quelle est notre cible. Je donne un premier exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs que je rencontre qui disent de toute façon, la génération Z ne se recrute que sur TikTok.
Voilà, moi je suis pas certain pour plein de raisons. Évidemment, il y a certainement des choses à faire sur TikTok, mais voilà, il y a aussi est-ce que vous avez envie d'être vu comme quelqu'un qui recrute sur TikTok, et est-ce que les gens que vous voulez recruter ont envie d'être recrutés via TikTok. Donc ça, c'est aussi vraiment des analyses déjà de l'image, de qui vous êtes, quelle est votre cible. Et au-delà de ça, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez un certain niveau de diplôme, par exemple? Peut-être que Charlotte aura des exemples chez Mazars ou autre chose. Nous, je sais que certains de nos clients sont dans le retail et nous expliquent qu'en fait, leur cible, c'est pas tellement des gens qui ont tel ou tel diplôme, c'est des gens qui disent oui pour se lever à 5 heures et décharger des camions à l'entrée du magasin. Donc, déjà, commencer par cette analyse, ça va vraiment être la clé pour savoir comment attirer et savoir ce que vous devez envoyer comme information à vos candidats. Et là, je laisserai Charlotte rentrer dans ce sujet de l'information poussée vers les candidats. Ouais, justement, enfin, je suis totalement alignée avec ce que tu dis, Guilain. Bien se connaître, c'est hyper important, en effet, pour définir qui on est. Quand on préparait le webinaire ensemble, moi j'appelle ça l'effet bifidus. Voilà, une petite référence personnelle, mais voilà, c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur pour que ça rejaillisse à l'extérieur. Donc ça, c'est très important. Mais en effet, regardez ce qu'attendent nos cibles spécifiquement en termes d'usage, en termes de code, en termes de message. Ça aussi, c'est très important. Les candidats font pas tous une recherche d'emploi de la même manière. Alors, c'est sûr que nous, chez Mazars, en effet, si je prends notre exemple, on recrute plutôt des profils Bac+5, sortis d'école, commerce, ingénieur ou université. Mais on va pas leur parler de la même manière que si on était une entreprise du BTP qui va rechercher plutôt des ouvriers, voilà, où le système de communication ne va pas être du tout le même. Donc, il faut qu'on soit en capacité de comprendre qui ils sont, quels sont leurs usages, quels sont leurs codes pour avoir aussi une communication et en tout cas une stratégie de marque qui soit cohérente. Moi, ce que j'ai appris après toutes ces années aussi dans le recrutement, c'est que en fait, il faut voir un peu aussi la manière dont on leur parle et notre stratégie de communication, un peu comme une stratégie qu'on pourrait retrouver dans le marketing, en fait, sur du marketing produit. On a beaucoup de choses qui sont quand même très liées entre le marketing et la RH, contrairement à ce que certains pourraient penser. Le marketing va s'adresser à des clients, nous, on s'adresse à des candidats, mais en tout cas, la manière est la même. Et en plus, on a beaucoup de choses qui se correspondent, puisque en fait, notre objectif, c'est de les attirer, certains de les faire acheter, nous, de les faire intégrer nos entreprises. Et donc, on est sur une même logique. Et chez Mazars spécifiquement, alors nous on s'adresse beaucoup aux jeunes générations, à la fameuse Gen Z, et donc c'est important que dans les usages qu'on va faire et dans la stratégie de com qu'on va avoir, qu'on s'adapte à leurs usages. Typiquement, la Gen Z aujourd'hui, c'est une génération qui a l'habitude d'aller sur des sites de e-commerce qui sont extrêmement rapides, où ils ont une commande avec plein de recommandations autour, des avis, ils vont avoir un suivi de leur colis en temps réel, ils vont obtenir leur colis en 24 heures, etc. Ils ont ces codes-là d'usage via le e-commerce. Et ben, dans les ressources humaines et dans leur processus de recrutement, ils vont aussi attendre ce genre d'usage et de code. À nous de nous adapter aussi en tant qu'entreprise à cet usage-là. Donc, c'est en effet voir nos sites carrières de telle manière à ce que on passe passer les bons messages, qu'on puisse leur recommander les bonnes offres par rapport à leur profil. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. On va retrouver des choses aussi, ils veulent de l'information très rapide, ils en ont marre de chercher partout sur un site carrière où c'est difficile de s'y retrouver, etc. Donc il faut aussi penser UX design, voilà, pour vraiment réfléchir au parcours du candidat sur notre site. Il faut penser, enfin nous on a un chatbot, comme ça ils peuvent aussi poser des questions et avoir la réponse en interactif. Donc voilà, tout ça, c'est des usages qu'on retrouve dans le monde du e-commerce auxquels les étudiants et les jeunes sont beaucoup habitués. Et on retrouve ça dans le processus de recrutement, bien évidemment, dont on parlera plus tard. Mais ça, c'est des éléments qui sont clés, je pense, de bien réfléchir, en effet, votre cible, ses usages, ses codes, pour vous adapter au mieux à tout ça, tout en mettant en avant vos atouts et votre différenciation. Voilà, une petite stat qu'on voulait vous partager avec Guilain, c'était que 50% des candidats déclarent quand même ne pas postuler à une offre qui ne mentionne pas le salaire. Alors ça aussi, c'est un élément qui est assez saillant aujourd'hui, on l'entend partout. En fait, quand le candidat va rechercher sur votre site carrière l'offre d'emploi, qui va chercher son offre idéale, en effet, l'information du salaire apparaît très très peu. Je crois que seulement 10% des entreprises le mettent réellement.
Donc voilà, l'écart est quand même assez significatif. C'est peut-être aussi un moyen de se différencier et de se faire connaître aussi par les candidats d'une autre manière. Moi, je trouve que indiquer le salaire, alors même si je vous prêche quelque chose qu'on ne fait pas chez Mazars pour le coup, mais en tout cas, je trouve que c'est malgré tout une très bonne idée. Parce que en fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps au candidat qui, si c'est pas aligné avec ses prétentions salariales, n'ira pas plus loin. Et ça fait gagner du temps aux recruteurs aussi, parce que si en fait c'est pour avoir une multitude de candidatures qui ne correspondent pas et dont en effet le niveau salarial est bien au-dessus de ce qui est prévu, en tout cas budgétairement. En effet, voilà, c'est une perte de temps aussi bien dans le tri des CV que dans les préqualifications qui pourraient avoir lieu. Donc, autant qu'on gagne tous du temps et en l'affichant aussi, c'est un sujet de transparence. Et moi, je trouve que la transparence et l'authenticité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la marque employeur. Et c'est ce qui fait qu'en effet, aujourd'hui, les candidats, ont une bonne image d'une entreprise, c'est quand ils savent que, en effet, c'est transparent, c'est authentique et ça correspond à ce qui se passe à l'intérieur. Il est important de construire une promesse employeur qu'on est capable de tenir une fois qu'ils sont chez nous, quoi. Et puis juste pour continuer sur ce point, le point de Charlotte, alors moi j'ai forcément la casquette technique qui revient au galop. Dans cette expérience e-commerce que tu mentionnais, tu faisais le parallèle. Je trouve que c'est très important aussi d'aller même jusqu'au bout, au moment où nous c'est la candidature, où c'est l'achat finalement. Ouais. Et il y a des choses qui facilitent en fait l'achat. Je pense aux codes de carte bleue qui sont déjà pré-remplis, des choses qui permettent à la personne d'acheter vite. Ça va être la même chose aussi pour les candidats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'acte de candidature, il y a 40 champs, qu'on leur pose des questions plus ou moins en rapport avec le poste, il faut partager, il faut remplir tout un formulaire et on peut pas partager directement son CV ou son profil LinkedIn ou son profil Indeed. Voilà, tout ça, ça va aussi être potentiellement des blocages, voire s'il faut même créer un compte candidat, là, ça peut vraiment être un critère d'abandon pour les candidats. Donc, si on a réussi à convertir finalement jusqu'à ce moment de la candidature, il faut vraiment proposer des choses très simples. Et voir aussi, et on va en parler après parce que le candidat va rentrer dans un processus de sélection, mais voir aussi si le candidat finalement il décide de ne pas postuler, de ne pas perdre le candidat. Pourquoi ? Parce que s'il en est à ce niveau-là, c'est qu'il a été intéressé par votre site, par le contenu dont Charlotte parlait tout à l'heure. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des possibilités. Alors, Charlotte parlait du chatbot tout à l'heure pour répondre à des questions, mais pourquoi pas un système aussi qui permet d'échanger avec des collaborateurs actuels ? J'ai besoin d'informations qui viennent de l'intérieur. On parlait de l'intérieur à l'extérieur tout à l'heure. Ou encore simplement de pouvoir dire, en fait, je ne suis pas intéressé parce que en fait, j'ai juste vu une publicité dans le métro sur cette entreprise, j'ai voulu en savoir plus. Mais moi, il me reste encore une année d'études, donc je suis pas prêt à travailler maintenant. Ou alors, je suis bien là où je suis actuellement, mais bon, j'aimerais en savoir plus. Capitaliser et permettre aussi aux candidats de s'inscrire dans des viviers, par exemple, dans lesquels ils vont pouvoir être notifiés des prochaines rencontres, des prochaines portes ouvertes, ou encore potentiellement faire, par exemple, des alertes emploi. Et ça, je sais, Charlotte, que tu voulais notamment parler de ce sujet. Oui, parce que tu as tout à fait raison. Alors après, chacun a sa position sur la possibilité de faire une candidature spontanée ou pas. Moi, je sais que chez Mazars, nous, on a décidé de ne pas ouvrir la candidature spontanée parce que, en fait, ça fait qu'on a beaucoup de volume de candidatures, qu'il faut passer beaucoup de temps pour les retraiter derrière. Et faut-il assurer encore notre engagement auprès des candidats qui est de leur répondre sous à peine 2 semaines. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient particulièrement. Et pour tenir cet engagement, la candidature spontanée, ça nous mettait trop en difficulté. Donc, on a décidé de le fermer. Par contre, il y a des entreprises pour lesquelles c'est intéressant de le mettre en place. Tout comme, et nous, on a fait ça pour le coup, c'est d'avoir la possibilité de se créer une alerte. S'il y a des jobs qui correspondent en termes de mots-clés, de niveau d'expérience, de localisation, etc., sur notre site web, qu'ils aient la capacité de recevoir, en effet, des offres d'emploi directement et de pouvoir y candidater. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui, pour le coup, a été, nous, notre manière de leur laisser quand même une porte ouverte et de se revoir dans pas très longtemps. Il faut savoir aussi, ça on l'a pas dit, mais je pense que c'est quand même aujourd'hui ça fait partie des usages. Bien évidemment, quand on parle aussi site carrière, etc., faut penser usage mobile, bien évidemment. Donc, il faut aussi que vous arriviez à penser, en effet, si c'est pas déjà le cas, mais je crois que il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des sites carrière responsives, mais voilà, en effet, le côté
utilisation du site carrière sur le smartphone. Aujourd'hui, en effet, on avait regardé quelques stats, notamment qui sont issus de Région Job, où il y avait plus de 61% des chercheurs d'emploi qui cherchent un emploi sur mobile. Donc, en effet, retrouver un site carrière qui n'est pas responsive, c'est quelque chose qui peut être vite éliminatoire, et encore plus dans les usages aujourd'hui qu'on connaît du smartphone, des tablettes, etc. Et enfin, je voulais juste rebondir sur des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut savoir que les candidats, ils ont une possibilité infinie de se renseigner sur vous, et ce ne sera pas uniquement le site carrière, la page entreprise que vous gérez bien sur les job boards, etc. Ils ont multitude d'entreprises. Tu le disais, Guylain, tout à l'heure, les ambassadeurs, ils peuvent prendre en effet contact sur LinkedIn directement avec des anciens, par exemple, etc. Et ils le font beaucoup. Il y a aussi les sites de notation, en effet, qui sont hyper importants. Moi, j'entends beaucoup de candidats qui nous disent j'ai été voir sur votre page, sur Glassdoor, la notation, sur les différents items, voilà. C'est des choses qui leur permettent d'avoir là encore ce côté un peu transparence et authenticité de ce qui se passe à l'intérieur, et savoir si ça correspond avec ce que l'entreprise affiche sur son site carrière, etc. et à l'extérieur. Donc ça, je trouve que c'est très important aussi d'y prêter attention, parce qu'aujourd'hui, voilà, un candidat, il va avoir entre 10 et 13 sources différentes pour se renseigner sur vous. Et ça, c'est énorme, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, le site carrière n'est pas forcément le point d'entrée unique par lequel il va passer. Alors, il y passera, j'espère, pour déposer une candidature à un moment, mais en tout cas, c'est pas son seul point d'entrée et son seul point d'information. Donc voilà, donc c'était un petit point d'attention, en effet, qu'on voulait vous partager. Et voilà, il faut être clair aussi sur les avantages qu'on peut avoir et les inconvénients. Ça, voilà, c'est quelque chose qu'on peut partager avec nos candidats avec totale transparence, bien évidemment. Et donc, voilà, ces sites de notation nous l'imposent d'une certaine manière, mais je trouve que c'est plutôt très bien dans l'exercice. Super. Je me permets d'avancer parce que, évidemment, toi comme moi, Charlotte, on aurait pu passer les 45 minutes sur cette attraction, mais on a choisi de couvrir plus de sujets. Donc, on va basculer maintenant dans tout ce qui est la sélection. Donc, on a les candidats qui arrivent dans le processus de sélection, qu'ils aient été évidemment, qu'ils aient postulé, qu'ils aient été sourcés, ils vont arriver dans ce processus de sélection. Et là, normalement, vous avez encore dans l'onglet sondage d'autres informations qui vous demandent aussi est-ce que vous pensez que le processus de recrutement de votre entreprise reflète fidèlement l'image de votre entreprise. Donc voilà, je vois les chiffres qui avancent. C'est plutôt oui en règle générale, donc ça c'est plutôt positif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être au clair sur le process, notamment au niveau du candidat. Pour plusieurs raisons. En fait, la première, c'est parce que en fait, pour éviter un abandon en cours, parce qu'en fait, le candidat, faut lui dire si c'est 3 étapes, c'est 3 étapes. Sinon, il peut pas savoir que ça, c'était le dernier entretien ou qu'il y en aura d'autres. Je vous donne un exemple personnel parce que je trouve que ça permet aussi une sélection des candidats. Moi, quand j'ai commencé chez Smart Recruiters, quand j'ai passé les entretiens, moi, j'ai un problème qui n'en est pas un, mais c'est que je veux pas vendre un outil dans lequel je ne crois pas. Donc, je ne m'engage pas dans une société avec un outil dans lequel je ne crois pas. Donc, en fait, l'un des entretiens, par exemple, ça a été de me donner accès à la plateforme Smart Recruiters et j'ai dû faire une démonstration aux gens de chez Smart Recruiters. Donc, ce qui a permis, évidemment, pour les recruteurs de l'époque, de savoir quel profil ils allaient envoyer chez leurs prospects et leurs clients, mais aussi à moi de me dire est-ce que je me sens en adéquation. Et donc, in fine, peut-être que ça aurait pu amener à un candidat qui s'arrête, mais au moins, ça vous permet de gagner du temps aussi à partir du moment où votre processus est bien défini. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais processus et on ne peut pas vous donner un processus clé par défaut. Mais à partir du moment où il est aligné, que le candidat est au clair et qu'il sait exactement ce qui va se passer, forcément, ça va être avantageux et ça vous permet aussi de les tailler sur mesure. Et peut-être que Charlotte a des exemples chez toi. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais tu as tout à fait raison. C'est hyper important qu'on ait un alignement entre aussi ce qu'on raconte, notre histoire, qui on est, notre culture d'entreprise et la manière dont ils vont vivre le process. Et nous, chez Lazare, alors il y a un petit moment maintenant, je trouvais qu'on avait une marque employeur très très forte, très digitale, très innovante, etc. Et je trouvais qu'il y avait un décrochage sur le processus de recrutement qui était hyper traditionnel, avec un nombre d'entretiens très précis, mais une manière de les mener, voilà, en entretien structuré très classique, où on redescend le CV, etc. Enfin voilà, il n'y avait pas d'innovation là-dedans.
Donc je trouvais que voilà, c'était un petit peu dommage parce qu'il y avait une rupture entre ce qu'on pouvait raconter sur ce qui on était, etc. Ce que les gens vivaient en interne et le processus de recrutement qui était notre intermédiaire mais qui illustrait pas tout ça. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, on a des volumes de recrutement qui sont énormes hein, sur les jeunes diplômés notamment. Si je prends l'exemple des auditeurs, typiquement, on a décidé de mettre en place des sessions de recrutement qui sont des demi-journées où en fait ils viennent une seule fois. Donc voilà, ils viennent et ils rencontrent des humains directement, ils passent pas de tests en amont, de logique, des tests de personnalité, etc. Nous, qui on est, c'est une entreprise à taille humaine où voilà, il y a très peu de sens de la hiérarchie, voilà, tout le monde se parle, etc. Enfin, il y a une ambiance très conviviale, voilà, très humaine, très tournée vers l'autre. Et donc du coup, on voulait qu'ils ressentent ça dans le processus de recrutement. Donc directement, ils rencontrent des personnes opérationnelles. Alors, ils n'ont rien contre les RH, les candidats, mais ils ont envie de savoir avec qui ils vont travailler demain. Donc, du coup, c'est quasiment, ils ne vont rencontrer que des opérationnels dans le processus de recrutement. Par contre, on leur fait vivre différentes épreuves. Alors, il va y avoir un entretien structuré, bien sûr. Ils vont avoir une présentation du cabinet. Ils vont avoir aussi des associés qui vont venir leur parler de choses qu'on met en place en termes d'innovation, d'hybridation de nos métiers, etc. Et puis, ils vont avoir des cas pratiques, mais c'est des cas pratiques vraiment qu'ils pourraient retrouver dans la réalité. On les met en situation d'auditeurs débutants et face à des situations qu'ils pourraient rencontrer demain s'ils nous rejoignent. Exactement, Guilain, ce que tu as fait en fait dans ton étude de cas. Et du coup, ça permet de se rendre compte mutuellement si, OK, on est fait pour travailler ensemble ou pas, et si en termes de culture d'entreprise, on se rejoint. Ce que je trouvais intéressant aussi dans notre processus, c'est qu'ils rencontrent à peu près 7 personnes différentes au final sur cette demi-journée chez Mazars, 7 opérationnels différents. Et ça, c'est riche pour eux parce que rencontrer 7 personnes différentes dans une entreprise en une demi-journée d'un coup, ils ont vu plein d'expériences différentes, plein de parcours différents. Et ça, pour eux, ça leur donne beaucoup de matière après à réfléchir pour dire si je suis pris, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Et pareil pour nous, en termes d'évaluation, qu'ils aient rencontré 7 personnes différentes, voilà, du coup, pareil, c'est très riche en termes de feedback. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit nécessaire de rentrer dans des processus qui sont à rallonge. Voilà, essayez de penser le processus, qui vous ressemble, 2, pensez bien à des étapes qui sont nécessaires et pas juste parce que on a besoin de l'avis de l'un puis de l'avis de l'autre. Il faut que vous retiriez au moins quelque chose à chaque étape de l'entretien. Donc 8 entretiens différents avec 8 personnes différentes, c'est parfois pas du tout légitime parce que ils vont rencontrer, les 8 vont raconter quelque chose de différent et ça rendra encore plus difficile la prise de décision. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que nous, on a expérimenté pour le coup chez Mazars. Et il y a un truc aussi auquel il faut prêter attention, c'est que, alors c'est peut-être particulièrement dans notre industrie, mais alors nous, on est sur une industrie où en effet, on a une forte concurrence. On est sur une génération très jeune et donc ils ont l'habitude aussi que les processus soient très rapides, que ce soit dans leurs usages en dehors du travail. Et donc, ils attendent aussi que le process soit rapide. Et donc, on a cet enjeu de rapidité, de réactivité. Donc, ce processus de session de recrutement en une demi-journée, je fais tout. Et 48 heures après, j'ai ma réponse oui ou non, je suis pris chez Mazars. Ça, c'est quelque chose qui correspondait à la fois aux attentes des candidats, mais aussi aux attentes marché, puisque en effet, sur notre marché très concurrentiel, il était nécessaire de faire ce système-là. Je voulais juste aborder un dernier point, c'était la communication avec les candidats. Nous aussi, il nous tenait à cœur de faire comprendre aux candidats, au-delà des étapes qui sont bien sûr écrites dans les offres d'emploi du process de recrutement, leur communiquer, ça y est, tu passes à l'étape supérieure, etc. En tout cas, pour ceux qui ne font pas les systèmes de session de recrutement. Et ça, on a un système, en effet, qui est assez simple de communication avec eux, via Smart, puisqu'on utilise Smart, bien évidemment, en termes d'ATS. Mais du coup, on a une communication avec eux qui leur permet de voir avancer leur candidature aussi dans le process. Et on prend le temps, bien évidemment, de les contacter et de les appeler pour leur faire des feedbacks tout au long du processus de sélection, quelles que soient les personnes qui étaient rencontrées dans le process. Justement, pour appuyer ce point où tu parlais effectivement du processus et puis de la technologie derrière, effectivement, c'est très important de se dire que dans le processus, tout ce qui n'a pas une valeur ajoutée en termes d'investissement humain, il faut qu'il y ait de l'automatisation, il faut qu'il y ait de la simplification. Je pense à l'autoplanification, par exemple. Alors effectivement, toi, Charlotte, dans ton exemple, c'est des sessions de recrutement, mais quand c'est pas forcément des sessions de recrutement, pouvoir proposer 3-4 créneaux et le candidat choisisse lui-même et que ça vienne se mettre dans les calendriers des uns et des autres, ça aussi, ça permet une vélocité. Ça permet aussi au candidat de lui montrer qu'on est une entreprise un peu novatrice
Est-ce qu'au moment où on lui fait une offre, est-ce qu'on lui propose de la signature électronique ou est-ce qu'on va être à lui demander de l'imprimer chez lui? Alors je grossis le trait, hein, mais il a plus d'encre, il doit aller à la Fnac, racheter, puis imprimer, puis scanner. Enfin, voilà. Et donc en fait, on a aussi des délais qui peuvent s'écouler. Donc en fait, effectivement, mettre tous ces outils finalement au service de cette simplification de process. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, hein, la troisième étape, ce sera l'embauche, mais parfois, le candidat n'est pas le bon et le candidat est rejeté. Et en fait, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours géré comme ça devrait être géré. On se souvient, je pense, tous de cette étude qui avait été menée sur Virgin, qui avait montré l'impact en fait d'un mauvais processus candidature sur leur vente. Parce qu'effectivement, un mauvais processus de candidature, c'est mauvais pour votre marque employeur. Mais si en plus, vous êtes une marque de B2C, forcément, ça peut en fait aussi avoir un impact. Et d'ailleurs, selon l'étude de Yago, hein, qu'on connaît tous, si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à aller les voir. En fait, eux, ils font du retour personnalisé aux candidats. Et eux, ils ont lancé une vaste étude qui dit que 65% des candidats aiment moins une entreprise après y avoir postulé. Donc, c'est quand même énorme, c'est dommageable pour l'entreprise et encore plus, comme je le disais à l'instant, si le candidat peut être un jour client. Et je sais que chez Mazars, Charlotte, vous avez vraiment insisté sur ce sujet du retour candidat, même négatif. Oui, tout à fait. Alors nous, je partage complètement. Alors nous, on n'est pas une entreprise du B2C pour le coup, mais du B2B. Mais en fait, c'est la même chose parce que moi, je me dis, un candidat qui passe une bonne expérience candidat, même s'il n'est pas retenu à la fin, il repensera à nous plus tard pour une autre offre ou il va parler de nous positivement à ses copains et du coup, eux vont avoir envie de postuler. Demain, c'est peut-être quelqu'un qu'on va retrouver dans une direction financière et qui sera notre client. Donc voilà, il y a plein d'aspects qu'il faut avoir en tête. Donc sur ça, je trouve que c'est hyper important de voir ce cercle vertueux qu'il faut qu'on arrive à créer sur l'expérience candidat. Nous, on travaille en effet sur les retours. Pourquoi les retours spécifiquement? En fait, on a fait un travail très simple on a questionné nos candidats en fait pour savoir quels étaient nos pain points et sans surprise et comme j'imagine beaucoup d'entreprises à l'époque, notre pain point principal c'était qu'on ne faisait pas des retours assez personnalisés à nos candidats. Et donc du coup en effet on travaille nous sur des retours personnalisés sur deux aspects. Le premier aspect c'est des retours négatifs sur CV où là on travaille avec Yago notamment qui externalise en fait des réponses personnalisées à tous les candidats sur la base de leur CV. Donc c'est des choses qu'on a construites avec eux, mais en fait ça permet aux candidats d'avoir un retour hyper personnalisé, des conseils, des articles, des vidéos à aller voir, donc beaucoup de content aussi pour eux pour s'enrichir. Donc ça c'est extrêmement bien perçu et ça représente quand même beaucoup de candidats. Et après nous on s'est carrément donné une discipline en interne de se dire ok, dès que le candidat il rentre dans notre processus de recrutement, c'est nous qui sommes le point de contact et donc à nous à chaque étape de s'assurer que l'entretien s'est bien passé, qu'est-ce qu'il a appris de cet entretien, est-ce que ça lui a plu, qu'est-ce qu'il en a pensé et de lui faire un feedback de ce qu'on a pensé de lui et lui dire ok, vous passez à l'étape supérieure ou non, malheureusement on s'arrête là. Mais au moins, il a un feedback qualitatif. Et ça, pour le coup, c'est une vraie discipline à faire. Là, c'est du temps homme. Mais pour le coup, dans l'équipe, en tout cas, on sentait que c'était notre rôle aussi d'accompagner les candidats vers ça. Et aussi parce qu'un candidat pour qui c'est non aujourd'hui, c'est peut-être oui demain. Et en fait, notre vivier, il est aussi très intéressant et très important. Et ça, nous, on s'en est rendu compte. Quelqu'un qui postule en stage, en césure, qu'on n'a pas retenu pour X raisons, c'est pas les bonnes dates ou je ne sais quoi de stage, etc. Demain, il pourrait repostuler pour un stage de fin d'études, pour un CDI en tant que jeune diplômé ou en tant qu'expérimenté. Et en fait, voilà, à nous aussi de lui avoir donné cette bonne expérience candidat et même de l'avoir un peu, t'en parlais tout à l'heure, Guylain. Moi, j'appelle ça le nurturing, mais c'est d'avoir lui avoir fait penser à nous régulièrement en prenant des nouvelles, en lui envoyant de la com, etc. Pour qu'aussi il ait cette impression de nous avoir toujours en tête et du coup, un jour, ça repense à nous et ça repostule. Et c'est ça, en fait, aussi l'animation de son vivier. Moi, je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose sur lequel on mise assez peu aujourd'hui. On se dit toujours, allez vite, il faut aller chercher en externe, on va chasser, on va mettre un cabinet de recrutement, etc. Parfois, on a des candidats en vivier qui sont hyper intéressants et qu'on ne va pas rechercher alors qu'ils avaient déjà pensé à nous et ils étaient pour le coup des candidats actifs ou en tout cas ils nous ont considérés à un moment comme un employeur, donc c'est beaucoup plus facile de réactiver avec un vivier qu'avec une personne qu'on va chasser à l'externe pour le coup. Surtout dans ce contexte de pénurie de talent finalement et qui est quand même que je pense que là pour le coup tout secteur confondu c'est quand même quelque chose qui frappe un peu tout le monde alors à des pourcentages plus ou moins élevés.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, je regardais les résultats du sondage, notamment sur le processus de recrutement, qui reflète fidèlement l'image de votre entreprise. Vous êtes quasiment 70% à penser que plutôt oui. Donc, c'est quand même déjà très positif. Et puis voilà, on essaye, en tout cas, on espère avoir donné quelques pistes de réflexion sur ce processus de sélection. Mais il est évident que finalement, en fait, le processus de sélection ne s'arrête pas en fait au moment où on fait l'offre ou au moment où le candidat est embauché. Alors, on parle du terme onboarding, certains disent pré-boarding, accompagnement à l'arrivée, que sais-je. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez trouvé votre perle. Faut ne pas la laisser s'échapper. Je vous donne une étude de Parlons RH, notamment, qui dit que durant les 12 premiers mois, la rupture de CDI est à 36,1%. Donc, quasiment un CDI sur 3 dans la première année va rompre son CDI. Sachant qu'on parle de CDI, donc je pense que ce n'est pas le but de l'entreprise. Si on avait parlé de CDD, ça aurait été différent, mais CDI, c'est que le but, c'était peut-être de les garder un peu plus longtemps. Évidemment, le risque est plus élevé sur les 3 premiers mois. L'étude dit aussi, et je vous invite à aller la regarder, que le risque est encore plus énorme chez les 15-34 ans. Et on ne parle pas aussi des candidats qui se sont pas présentés le premier jour, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être une prochaine fois parce que je vois que le temps file. Mais du coup pour voilà sur ce côté embauche onboarding, Charlotte, est-ce que tu as peut-être des pistes à réfléchir pour le fait que les candidats vivent en fait un début qui leur donne envie de rester ou en tout cas qui est aligné à leurs attentes? Pareil, je vais témoigner de ce qu'on fait chez nous. Alors nous, on recrute même parfois 1 an à l'avance. Donc c'est pour dire, c'est même pas le temps d'un préavis, c'est encore plus long. Donc en effet, on a décidé de mettre en place des choses comme donc, le pré-onboarding, où en fait on se crée des points de rencontre, des petits moments où ils viennent à la tour, soit rencontrer leur manager, leur équipe, soit participer à un quelconque événement auquel on les aurait invités. Donc ça crée un point d'ancrage aussi. Et après toute la communication qui va s'ajouter à ça, avec bien sûr l'administration du personnel sur tous les sujets de contrats, de mutuelles, etc., qui leur donne encore des interactions avec des gens de chez nous. Moi, je trouve que, en effet, que ce soit dans le pré-onboarding ou dans l'onboarding, une fois qu'ils sont chez nous, le rôle du manager est quand même clé. Et donc, il faut bien sûr l'engager à nos côtés pour que ça se passe le mieux possible. Bien évidemment, dans les premiers mois, c'est clé. Je partage les quelques stats que tu as données tout à l'heure. Oui, c'est vrai que en tout cas nous ce qu'on voit et ce qui est vraiment en train d'être mis en place, et c'est les réponses des participants au sondage, puisque effectivement sur la question qu'on a posée en ce qui concerne l'intégration des nouveaux, est-ce que vous avez mis en place un processus complet, 40% répondent oui, et 54% nous disent que c'est en cours d'implémentation. Donc clairement, c'est clair que le sujet est là, on l'a tous compris. Après, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais peut-être paraphraser ce que tu viens de dire, Charlotte, mais c'est que les premières semaines, en fait, sont capitales. En fait, il est plus question, si tant est qu'il ait été question un jour, d'arriver au bout d'1 mois, 3 mois, 4 mois et dire votre période d'essai s'arrête sans avoir aucune explication. L'idée, c'est d'arriver à avoir des indicateurs. Alors, le terme l'indicateur 360, en fait, c'est est-ce que le candidat est bien, est-ce que son manager est content, si vous avez un système de parrainage, est-ce que le parrain a l'impression que ça va pour son poulain, est-ce que l'adéquation avec l'équipe se fait, donc ça permet en fait d'avoir un ensemble d'informations qui nous permet de capitaliser sur de la donnée, sur quelque chose. C'est pas juste j'ai l'impression que ça va ou j'ai l'impression que ça va pas. Et puis surtout se dire aussi que le recrutement, et ça moi c'est ce que je dis en permanence, c'est une question d'amélioration continue. Ça doit être que de l'amélioration continue parce que le monde bouge. Donc, en fait, nos processus doivent bouger. Donc, il ne faut pas hésiter simplement je pense à une rupture de période d'essai, par exemple. C'est dommageable, mais en fait, on peut capitaliser dessus. Si on prend le temps de se poser tous ensemble et de comprendre les points qui ont bloqué, de pouvoir travailler dans des logiques d'amélioration, de faire des analyses de tout ça. En fait, c'est pas parce que ça s'est mal passé là que ça se passera mal dans 3 ou 6 mois, parce qu'en fait, justement, on va pouvoir mettre ces choses en place et faire notamment des retours d'expérience. Et je crois que Charlotte, là, toi, tu as déjà des retours d'expérience chez Mazars. Ouais, alors nous on fait 2 choses. Si je rebondis sur ce que tu dis, une fin de période d'essai, quelqu'un qui rompt en tout cas son contrat pendant sa période d'essai, nous on fait des points systématiquement avec les équipes en tant qu'équipe recrutement aussi,
pour savoir ce qui a pêché, en tout cas ce qui ressort de l'entretien d'offboarding, pour savoir un petit peu quels étaient les pain points que la personne mettait en avant, qu'est-ce qui a pêché. Et ça nous permet aussi de gagner beaucoup plus en pertinence aussi dans le recrutement, dans le choix des candidats. On fait attention à plus de choses, à plus d'éléments. Typiquement, si c'est une personne qui attendait un peu plus de cadre, alors que c'est une équipe qui est en train de se construire, où tout est à structurer, etc. Donc, on avance dans un environnement un peu flou. Hop, tout de suite, on réaligne dans le processus de recrutement en disant, donc il nous faut des personnes qui sont OK pour travailler dans ce type d'environnement, qui n'attendent pas du cadre, une méthode, quelque chose qui est déjà préétabli. Et donc, ça change un petit peu, ça nous aide aussi à mieux cibler les profils et aussi à partager en toute transparence pendant le process les données. Après, moi, je suis une accro de la donnée, donc du coup, on fait aussi beaucoup de Rex post-campagne de recrutement pour savoir, quels sont nos taux de transfo, quel est notre taux d'attractivité, notre taux de sélectivité, et on partage toutes ces datas avec les équipes opérationnelles. On demande aussi beaucoup d'informations à nos candidats, qu'on questionne beaucoup aussi en cours de process pour savoir ce qu'ils pensent un petit peu de notre process, et donc identifier les pain points et toujours continuer à être, comme tu le disais tout à l'heure, en amélioration continue, trouver des solutions. C'est vraiment ce qu'on fait. Et la data, j'avoue, nous aide beaucoup dans tout ça, pour continuer à s'améliorer. Et c'est vrai qu'on fait finalement, on boucle la boucle parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu disais est-ce que la personne avait besoin d'un cadre, c'était une équipe qui se construisait, ça peut aussi nous faire retravailler nos processus de sélection, donc l'étape précédente, en disant tiens, on va peut-être faire une analyse ou poser des questions sur quel est le cadre attendu du candidat. C'était peut-être pas quelque chose qu'on posait parce que, je prends ton exemple, Charlotte, chez Mazars, on se dit, en fait, ils sortent tous bac+5, etc. Peut-être qu'on se dit qu'il y a des choses qui sont communes et puis finalement, en fait, d'un candidat à l'autre, on peut avoir des attentes qui sont différentes et donc pouvoir raccrocher les wagons, je dirais, dans le processus de sélection et se dire, tiens, on va analyser ça maintenant pour s'assurer que on le met dans la bonne équipe. Parce que finalement, une bonne embauche, c'est un employé fidèle. Et je prends l'exemple de Collier, qui est une grosse entreprise du BTP à l'échelle mondiale. Ils ont augmenté de 25% la fidélisation des employés grâce en fait au retravail permanent de leur processus d'embauche suite à des retours d'expérience et retravailler en se disant en fait pour certains postes peut-être que 2 avis c'est pas suffisant. Un 3e avis ça serait plus sûr parce qu'au moins on prend une meilleure décision. Ou encore une fois, ça, ce sont des exemples. Mais vraiment cette logique vraiment d'amélioration continue va permettre d'arriver à quelque chose de plus structuré et de plus avancé et finalement de plus performant en conclusion. Et puis, Charlotte, est-ce que je te laisse le mot de la fin pour conclure ? Oui, si tu veux. Non, s'il y a quelque chose à retenir, je dirais, de ce webinaire, alors je vais faire très succinct, mais c'est bien identifier qui vous êtes, quels sont vos éléments différenciants, et bien faire transparaître ça à vos candidats en ajustant par rapport à votre cible, les codes, les usages, tout ce qu'on a dit précédemment. Pensez aussi votre processus de sélection à votre image. C'est pas parce que vos concurrents font autrement qu'ils ont la bonne analyse. Donc essayez de trouver votre processus à vous qui vous permet de sélectionner les candidats qui vous conviennent et surtout mesurer. Parce que c'est ça qui vous donne aussi un maximum de clés après pour continuer ce système d'amélioration continue. Alors j'imagine qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions et j'en vois pas mal dans le chat, j'en vois aussi dans l'onglet questions, donc on va essayer d'y répondre après, mais on voulait pas faire de cas particuliers, donc on a essayé d'être le plus généraliste possible. Maintenant on a essayé de vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez essayer de résoudre l'énigme de quelle est l'expérience candidat idéale. C'est certainement celle que vous aurez réfléchi, la vôtre qui correspond à votre entreprise. Et pour abonder dans ton sens, Charlotte, je pense que on a essayé de couvrir un nombre de sujets le plus large possible. Alors, il y en a qu'on a choisi de pas présenter aujourd'hui, encore une fois, pour tenir le timing. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas être noyé et prendre aussi chantier par chantier. C'est-à-dire que tout ce qu'on a montré, si on veut travailler tout en même temps, on risque de se perdre, on risque de pas avoir de support forcément des équipes dirigeantes. Alors que si on commence à travailler sur, mon objectif, c'est la réduction du temps d'embauche, je me concentre sur ça et ça. Mon objectif, c'est d'avoir plus de candidats. Je me concentre sur la partie attraction et sur peut-être un sujet particulier. Et puis, qui, avec les chiffres qu'on parlait tout à l'heure, la donnée pourra nous permettre d'avoir aussi on aime beaucoup aujourd'hui parler d'approche ROI, de savoir qu'est-ce que ça nous a apporté et
qu'est-ce qu'on en a déduit et derrière ce qu'on peut faire de plus. Voilà, je dirais qu'il faut pas hésiter. Une petite victoire est une victoire et c'est par plein de petites victoires qu'on arrive à des grands succès. Donc voilà, on espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. On va être heureux maintenant de prendre quelques questions. Alors, j'ai l'impression qu'elles sont majoritairement pour toi, Charlotte, les questions. Il y a une question qui demande avec quels outils SIRH, entre parenthèses, vous travaillez chez Mazars pour la collecte de données RH. Alors, si je parle que de la partie recrutement, parce que la question est un peu large, si je parle que de la partie recrutement, bien évidemment, notre ATS qui est Smart, pour le coup. Et après, on a notre meilleur ami Power BI qui nous permet de modéliser tout ça et de nous rendre des graphes très précis et pouvoir faire après des analyses un peu plus poussées sur certains éléments. Après, nous, on a des statistiques très précises qu'on mesure chaque année. Donc voilà, on s'est basé sur ça pour construire d'ailleurs nos tableaux de bord directement dans Smart Recruiter. Donc ça, c'est une chose. Et après, on corrèle quand même aussi avec notre outil qui est un outil maison d'évaluation, parce qu'on aime bien aussi regarder la performance des collaborateurs par source, notamment, par exemple. Et c'est grâce à cette statistique qu'on s'était rendu compte que les recrutements par cabinet de recrutement n'étaient pas toujours les plus efficients, en tout cas en termes de performance après en interne, et que la cooptation, à l'inverse, était vraiment un outil qui nous permettait d'avoir des profils hyper qualifiés et qui performaient bien. Donc, ça nous permet de réajuster aussi notre politique. Donc, on va aussi regarder des outils un peu plus évaluation et performance après, mais c'est un outil maison, donc c'est du homemade là pour le coup. Super. Il y a une question. Alors, il reste 5 minutes, donc il faut qu'on soit succinct. Quel est le contexte des recrutements dont tu parlais qui sont un an à l'avance? Que c'est des créations de postes, que c'est la rareté des compétences, que c'est des candidats qui sont à l'étranger? Non, alors c'est parce que notre industrie est quand même un peu particulière. Donc nous, on est donc un cabinet d'audit et de conseil, donc on fonctionne de manière pyramidale, c'est-à-dire qu'on recrute beaucoup de personnes en stage alternance jeunes diplômés et ensuite ils prennent un grade chaque année. Si la performance est au rendez-vous, ils prennent un grade chaque année et après, on a aussi le turnover qui est celui des cabinets d'audit et de conseil qui fait qu'en fait, on est organisé de manière pyramidale. C'est très bien, c'est notre manière de fonctionner. J'ai pas de sujet là-dessus, mais du coup, on recrute beaucoup de jeunes. Et donc, on a des campagnes de recrutement où il faut qu'on recrute. Là, on vient d'accueillir 400 jeunes diplômés sur tous nos métiers là sur le mois de septembre. Donc, on sait à l'avance, on fait des plans de recrutement quasiment 6 mois à l'avance pour dire, OK, pour la saison prochaine, de combien de personnes on a besoin. Et en fonction de ces prévisions de recrutement, on lance en effet nos campagnes. On sait à peu près que chaque année, on est à peu près sur les mêmes quantums, très très peu probable qu'on soit sur des quantums très différents. Donc on s'y prend très très à l'avance. Après, j'ai pas suivi les autres questions, mais en effet, c'est lié à une campagne c'est lié à un plan de recrutement qui est fait très à l'avance. Après, on est aussi sur une industrie qui est très prévisible dans le temps, c'est-à-dire que quand on est mandaté sur un audit, on est mandaté pour 6 ans, donc on sait que chez le client, on doit intervenir 6 ans d'affilée, et donc on a besoin de telle structure d'équipe pour intervenir chez le client. Donc, on est dans une industrie un peu particulière où la prévision est beaucoup plus facile peut-être que dans d'autres industries. Il y a une question, en tout cas, qui revient. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ta demi-journée de recrutement. Je te les donne comme ça. Combien de profils tu arrives à recruter en une demi-journée? Est-ce que les candidats passent aucun test avant cette demi-journée? Est-ce que, du coup, le volume de candidature est gérable? Et oui, combien de profils en une demi-journée? Combien de candidats arrivez-vous à recruter pendant vos sessions de recrutement? Voilà, les sessions de recrutement. Ok. Par session de recrutement, en général, on a à peu près 25 candidats qui viennent par demi-journée. On va dire que sur les 25, sur les bonnes sessions, on est en mesure en général de faire des propals, je vais dire une moyenne, mais entre 15 et 17 personnes seront propalées à l'issue de la session. Dans les 48 heures, si je fais une moyenne. Donc, c'est plutôt très bien. Après, on a un très, très fort taux de sélectivité, nous, sur CV au départ. Donc, oui, on a beaucoup de candidatures, mais beaucoup, on est très sélectif, du coup, sur la base du CV. La base de la formation. Nous, on a des indicateurs qui sont très importants chez nous. On veut bien sûr une diversité de profils. Donc, on veut beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'universitaires, beaucoup de commerciaux parce qu'on trouve que les profils sont très complémentaires. Donc, on a aussi pas mal d'indicateurs qui nous permettent de sélectionner les CV. Mais pas de test, je confirme, et pas d'entretien RH. Je vois qu'il y a une question... Non, pas d'entretien RH pour les jeunes. En effet, ils ne rencontrent que des opérationnels. Et ce que je n'ai pas dit, Guylain, et pourtant on en avait parlé dans la préparation du webinaire, c'est que nous, on forme les collaborateurs
de chez Mazars à faire passer des entretiens. Et donc, ils suivent une formation spécifique pour être recruteur opérationnel et savoir sélectionner, évaluer, creuser, faire des questions ouvertes, voilà, enfin, tout ce qu'on connaît dans les techniques de recrutement, mais surtout savoir trancher pourquoi on prend un candidat plutôt qu'un autre. Donc voilà. Et ben, du coup, c'est parfait. Je me permets d'interrompre parce que je sais que on est tenu par le timing et il nous reste 2 minutes, voire 1 minute avant qu'on se fasse tous sortir. Et donc, on va éviter de se faire couper en plein milieu d'une explication. Encore une fois, on va mettre à l'écran. N'hésitez pas aussi à nous ajouter sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi à télécharger la brochure que l'on a construit sur l'expérience candidat. Donc, je la mets dans le chat si vous voulez aller jeter un œil. J'ai vu des questions aussi sur les chiffres qu'on a pu sortir. Donc, n'hésitez pas, il y en a beaucoup qui viennent d'ici. Et puis, dans la joie de pouvoir creuser ça avec vous et puis peut-être de retrouver certains au salon Unleash qui arrive dans 2 semaines, voilà, autour des ressources humaines. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée et des bonnes sessions à ceux qui continuent pour la suite des 24 heures RH. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, Guylain. Au revoir.